Le 25 juin 1876 constitue une date funeste et tragique pour l'histoire des États-Unis. Ce jour-là, une colonne commandée par le colonel George Armstrong Custer fut totalement décimée et détruite, anéantie par des combattants indiens de la tribu des Cheyennes associés à d'autres Indiens de la tribu des Sioux Lakota. Cette colonne avait été envoyée par le général Ulysses Grant pour se saisir de territoires indiens qui étaient considérés comme riches en or et que les Indiens refusaient de vendre. Une autre raison qui a été invoquée est que peu de temps auparavant, une première colonne d'environ une centaine d'hommes avait été anéantie, avait été totalement détruite, tombée dans une embuscade des mêmes Indiens. Suite à cela, le général Ulysses Grant, commandant des forces de l'Union, avait donc décidé d'en finir avec cette révolte indienne. Qui était le colonel Custer? C'était un ancien général de la guerre de sécession. Il avait combattu dans les troupes de l'Union. Les troupes de l'Union, celles qui étaient sorties victorieuses de cette terrible, fratricide et cruelle guerre. Le colonel George Armstrong Custer n'était pas aimé de ses hommes, mais il était très craint et redouté. Du fait du courage qu'il avait manifesté pendant la guerre de sécession face aux troupes sudistes, mais aussi il s'était malheureusement illustré par des exactions commises à l'égard des vaincus et notamment des prisonniers, en particulier à l'issue de la terrible bataille d'Appomattox, et il était coutumier de ne pas respecter avec la rigueur souhaitée les lois de la guerre, concernant notamment ses prisonniers. Il était également réputé comme étant extrêmement sévère avec ses propres hommes. Quoi qu'il en soit, à la fin de la guerre de sécession, en 1865, le colonel Custer s'était retiré dans le Texas. Lorsque le général Ulysses Grant, commandant des forces de l'Union, décida de reprendre les hostilités contre les Indiens qui s'étaient plus ou moins révoltés, et le général Ulysses Grant décida de rappeler le colonel Custer en vertu au vu de ses anciens états de service. Le colonel Custer donc dirigeait une section du 7e régiment de cavalerie, un emblème rouge et bleu, ornait le fanion de cette unité. Le 7e régiment de cavalerie, donc en question, comportait 647 hommes. Custer divisa cette unité en 4 colonnes. Une colonne commandée par le capitaine Marcus Reno, environ 170 hommes. Une colonne commandée par le capitaine Benteen, environ 130 hommes. Une 3e colonne restait à l'arrière pour assurer les fonctions logistiques, et lui-même, Custer, prit le commandement d'une colonne de 269 hommes. Le colonel Custer et ses officiers, notamment Reno, s'entendaient mal, voire même pas du tout. Du fait, ils ne surent communiquer intelligemment et adroitement. Et ils se séparèrent donc dans des conditions de combat assez mauvaises. Il faut rappeler que les colonnes étaient éclairées par d'autres Indiens, les Indiens de la tribu des Crows, car les Indiens, contrairement à une légende bien entretenue, étaient eux-mêmes très divisés. Les Crows, notamment, haïssaient, ils détestaient les Sioux Lakota et les Cheyennes, car ils les accusaient d'avoir volé leurs terres. C'est la raison pour laquelle les Crows s'étaient mis au service des nouveaux arrivants
ou des colons, appelez-les comme vous voulez. 35 Indiens Crows éclairaient donc les troupes du colonel Custer. Mais Custer avait sous-estimé la combativité et la capacité de ses adversaires. Il avait repéré, grâce à ses éclaireurs Crows, un campement d'Indiens qui comportait environ 1500 guerriers, plus aussi des femmes et des enfants. Et il attaqua donc ce campement dans des conditions assez défavorables, contrairement à ses prévisions, ce qui fait que dans un premier temps, la colonne commandée par Marcus Reno subit de lourdes pertes, environ une trentaine d'hommes, plus environ 62 blessés. Mais la colonne de Reno, commandée par Reno, face à cette hostilité, opposition non prévue, se retira. Custer lui-même continuait le combat de son côté et il tomba dans une embuscade dont le résultat fut que sa colonne fut totalement anéantie. 268 hommes, en comptant lui-même, perdurent la vie. Il y eut un seul survivant, un homme, un Prussien, qui avait fui, qui avait déserté de l'armée prussienne de Frédéric Guillaume II. Pour donc cet homme-là ne voulait pas être enrôlé dans l'armée de Frédéric Guillaume II. Il avait donc déserté pour s'enfuir aux États-Unis, où là, malencontreusement pour lui, il se trouva enrôlé dans les forces de l'Union. Et il fut le seul survivant de cette tragédie. Une stèle sur le lieu de cette terrible bataille, qui se situe dans l'état du Montana, a été érigée en souvenir donc de ce drame. Le 7e régiment de cavalerie existe toujours à l'heure actuelle. Il n'a plus de chevaux, etc., bien entendu, mais il est constitué principalement de blindés et de véhicules lourds, et il a été notamment engagé en 2003 pendant la guerre d'Irak. La conclusion de cette histoire est que, en général, les peuples qui sont vaincus le sont beaucoup plus en raison de leur division interne, en division des luttes fratricides qui les divisent, beaucoup plus que du fait de la supériorité évidente des combattants adverses. C'est une constante de l'histoire en tout lieu. En tout temps, les peuples dominés l'ont été principalement à cause de leur incapacité à s'unir et à cause de leur habitude d'entretenir des haines fratricides remontant à des époques très anciennes. Ce jour-là, le 25 juin 1876, les troupes de l'Union ont subi une lourde défaite et les Indiens ont enregistré un succès. Mais, malheureusement pour eux, par la suite, ils ont dû payer très cher cet exploit. Et la lutte contre les Indiens dura encore 11 ans. C'est en 1887 seulement que, enfin, la paix fut signée au détriment des Indiens vaincus qui durent rentrer dans la réserve, tandis que leur chef, celui qui avait dirigé l'opération victorieuse de Little Big Horn, connu sous ce nom-là, Little Big Horn, le chef Sitting Bull, lui, dut fuir. Il émigra au Canada où il fut assassiné par un autre Indien. On en revient à ce que j'ai dit précédemment, les luttes ancestrales et fratricides des peuples vaincus sont souvent la cause de leur malheur. Les Indiens étaient dispersés sur un immense territoire et répartis en de nombreuses tribus qui se haïssaient les unes les autres.
Certains de ces Indiens se mirent d'ailleurs au service des nouveaux arrivants pour trahir, disons, leurs frères. Plus au nord, au Canada par exemple, les Hurons se mirent du côté des Français, tandis que les Iroquois ou les Mohawks se mirent du côté des Anglais. De la même façon, au Mexique, des Indiens se mirent du côté du colonisateur, pourrait-on dire, Cortés. C'est la raison pour laquelle celui-ci, avec, dit-on, 400 hommes, quelques chevaux et très peu de canons, réussit à conquérir le Mexique, en profitant de la division des Indiens. Pour en venir aux Indiens des USA, de toute façon, même s'ils avaient été unis, ils auraient été vaincus, car ils auraient été submergés par le nombre. C'est ce que tentait d'expliquer le vieux chef Sitting Bull à un jeune guerrier impétueux qui lui reprochait de déposer les armes et d'abandonner le combat en 1887. Leur flot est innombrable, répondit le vieux chef. Il voulait faire comprendre au jeune guerrier que, de toute façon, face à ce flot innombrable, il était inutile de lutter. S'ils avaient continué le combat, les Indiens auraient été écrasés comme le furent les sudistes à l'issue de la guerre de sécession. Aujourd'hui, les Indiens ont des réserves dans lesquelles personne d'autre qu'eux n'a le droit de s'installer, de construire ou de posséder de la terre. Les Navajos, par exemple, possèdent une réserve grande comme la Suisse ou la Belgique, qui s'étend sur 4 États américains: l'Arizona, le Nouveau-Mexique, l'Utah et une petite partie du Colorado. Sur ces réserves, parfois très grandes donc, les Indiens peuvent reconstruire leur peuple. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait, puisqu'ils sont redevenus, à l'heure actuelle, 2 millions comme autrefois. Ils peuvent reconstruire leur peuple, cultiver leur identité, leur civilisation, leur culture. Tous les peuples n'ont pas cette chance.